La saison 3 de House of the Dragon vient de couper la bataille terrestre la plus sanglante de toute l'histoire de Westeros. Et ça fait mal. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Rien n'est facile dans la danse des dragons. La bataille du gosier, survenue dans le premier épisode, est dépeinte comme une victoire à l'Apyrus pour Rhaenyra et son camp des Noirs. Cet affrontement naval tragique s'avère toutefois si dévastateur qu'aucun des deux camps ne peut prétendre en sortir vainqueur. Par ailleurs, notre prince borgne et incestueux préféré, Aemon, s'empare de la forteresse de Harrenhal, non sans avoir été brutalement poignardé et laissé un sort incertain entre les mains de la mystérieuse sorcière Alice Rivers. Même le moment de triomphe tant attendu de Rhaenyra est terni par un choc brutal. Certes, elle prend Port-Réal, mais seulement après avoir exécuté sans ménagement Otto Hightower et être montée sur le trône de fer avec les mains et les marches littéralement couvertes de sang. Mais il semble que certaines victoires s'obtiennent plus aisément que d'autres. Lorsque nous retrouvons Daemon au début de l'épisode 2, lui et ses partisans célèbrent le butin de guerre. Nous apprenons que, grâce au soutien de l'armée Stark, surnommée les Loups de l'Hiver, et de leur chef Roddy la Ruine, le camp des Noirs a remporté une victoire éclatante face aux Lannister. En regroupant les indices, notamment en écoutant ce chant de victoire épique, les lecteurs des livres pourraient être surpris de réaliser qu'il s'agit là d'une référence à l'un des conflits les plus majeurs et les plus sanglants de Feu et Sang. Oui, il semblerait que la saison 3 ait techniquement adapté le célèbre massacre de la Curée des Poissons, plus officiellement connu sous le nom de la bataille de la Berge du Lac. Toutefois, il y a un petit hic, tout cela se déroule complètement hors champ. Dans le deuxième épisode, les réalités complexes de l'adaptation d'un livre comme Feu et Sang en série en live action apparaissent rapidement au grand jour. L'auteur George W. Martin avait toute liberté pour adopter une approche non narrative et parsemer le récit d'autant d'événements décisifs qu'il le souhaitait, sans se laisser entraver par des questions de rythme ou de cadence. En revanche, pour une série telle que House of the Dragon, le showrunner Ryan Condal est contraint de faire des choix difficiles. Après avoir placé en début de saison 3 les deux séquences majeures qui auraient dû constituer le point culminant de la saison 2, on comprend aisément pourquoi l'équipe créative a décidé de ne pas ajouter une troisième, au risque de submerger les spectateurs d'une action ininterrompue dès le départ. Une décision à la fois logique, raisonnable et probablement dictée par des impératifs budgétaires. Cela dit, ce choix risque de surprendre les fans inconditionnels qui attendaient avec impatience l'un des moments les plus marquants, significatifs et palpitants de Feu et Sang. Dans le livre, cette bataille désastreuse modifie radicalement le cours de la guerre pour les deux camps. Durant la danse des dragons, la maison Lannister des Terres de l'Ouest soutient les Verts, tandis que la maison Stark du Nord et la plupart des seigneurs du Conflant prirent le parti des Noirs. Lord Jason Lannister mena une armée vers l'Est pour soutenir Aegon de Targaryen, mais il fut tué par Pat de Longfeuille lors de la bataille de la rue Furk, et Sir Adrian Terbeck fut plus tard abattu par Sir Harry Penny. La progression de l'armée Lannister fut lente en raison de l'âge et de la faiblesse de son nouveau commandant blessé, Lord Humphrey Lefford. Lorsque les troupes de l'Ouest atteignirent la rive occidentale de Œil-Dieu, Lord Lefford se retrouva face à Lord Roderick Dustin et ses 2000 loups de l'hiver. Lord Forest Frey avec 200 chevaliers et 600 fantassins, ainsi que Robb Rivers et 300 archers venus de Corneilla. Les Westiens durent rapidement affronter une nouvelle menace venant du sud, l'arrivée de Sir Pat de Longfeuille avec des survivants des batailles précédentes, probablement issus des maisons Piper et Vance, ainsi que des lords Haute-Pierre, Chambers et Perrine. Prudent, Humphrey ne se précipita pas pour affronter l'une ou l'autre des forces ennemies, ce qui l'aurait exposé à une position vulnérable en race campagne. Mais il adopta une posture défensive, dos au rivage du lac. Il envoya ensuite des corbeaux vers Harrenhal, tout proche pour solliciter l'aide du prince Aemon Targaryen, mais Robb le Rouge abattit la douzaine d'oiseaux. Le lendemain, les Noirs reçurent des renforts supplémentaires avec l'arrivée d'autres seigneurs du Conflant, notamment Sir Garibald Gris, Lord John Charlton et le jeune Lord Bendico Nerbosk. Bien qu'ils aient acculé l'armée Lannister, les commandants des Noirs se trouvèrent confrontés à un dilemme. Les Westiens s'étaient repliés sur une position défensive, protégés par des rangs serrés de piquets, rendant tout assaut frontal extrêmement coûteux en vie humaine. Toutefois, ils ne pouvaient se contenter d'attendre qu'ils meurent de faim, car l'armée Daemon finirait par remarquer l'interruption des communications et se porterait à leur secours, amenant avec lui le dragon Vhagar. Lord Dustin et les autres chefs des Noirs décidèrent donc de lancer un assaut contre la position des Westiens, tant qu'il en était encore temps.
L'armée des gens de l'Ouest fut attaquée à l'aube du lendemain. Les loups de l'hiver menèrent l'assaut, leur cavalerie chargea les piquets Lannister à 5 reprises, mais subit de lourdes pertes au cours de ces tentatives. Attaqués sur 3 fronts par les Noirs, les soldats ouestiens furent peu à peu repoussés vers Œil-Dieu. Des centaines d'entre eux périrent en combattant parmi les roseaux du lac, et des centaines d'autres se noyèrent en tentant de s'enfuir. La bataille tourna au carnage et devint finalement l'affrontement terrestre le plus sanglant de toute la guerre. Le nombre élevé de victimes lui valut, de la part des combattants, le surnom de la curée des poissons. Le camp des Noirs perdit les seigneurs Frey, Haute-Pierre et Charlton, et les 2 tiers des soldats du Nord furent tués ou blessés. Le camp des Verts perdit son commandant Lord Leford, ainsi que les seigneurs Swift et Rain, sans oublier les chevaliers Clarence Clark Hall et Emory Hill. Le jeune Lord Nerbosque pleura en voyant tous ces morts. Pour une série qui traite essentiellement du coût de la guerre, il est curieux que House of the Dragon fasse l'impasse sur l'événement qui illustre cette leçon avec le plus de force. Décrite dans Feu et Sang comme la bataille terrestre la plus sanglante de la Danse des Dragons, la bataille de la Curée aux Poissons est en quelque sorte l'équivalent d'une bataille décisive durant la guerre de sécession. Mais au-delà des subtilités politiques et militaires, le spectacle d'une armée entière repoussée pas à pas dans des eaux ensanglantées puis massacrées aurait offert une séquence typique de l'esprit Game of Thrones, tout aussi marquante que la bataille du Gosier. Difficile de ne pas voir la plus grande occasion manquée de ce début de saison, même si l'on comprend aisément pourquoi cette scène a dû être écartée. Dans un monde idéal où la saison 2 aurait pu raconter son histoire jusqu'au bout et la saison 3 se dérouler comme prévu à l'origine, la bataille de la Curée aux Poissons aurait pu constituer le premier grand moment épique pour lancer l'intrigue de cette année. Le showrunner Ryan Condal aurait même pu s'éloigner de l'œuvre originale pour placer Daemon au cœur de l'action, alors qu'il n'y participe pas du tout dans Feu et Sang. Cela aurait permis de rapprocher House of the Dragon de sa série mère, en soulignant comment chaque décision stratégique peut faire basculer l'issue d'une guerre. Au lieu de cela, nous restons une fois de plus à imaginer ce qui aurait pu être. Tout cela pour dire que la bataille de la Curée des Poissons est un moment marquant du roman. J'ai beaucoup de mal à imaginer quelqu'un se pencher sur l'œuvre et décider qu'il s'agit là d'un affrontement qu'il serait judicieux de supprimer. Si les contraintes budgétaires, le rythme du récit et les réalités de la production ont pu rendre nécessaire l'abandon de la bataille de la Berge du Lac, je pense que House of the Dragon a indéniablement perdu quelque chose en l'omettant. Il existe d'autres batailles importantes dans le Conflent, notamment celle surnommée le Bal du Boucher, qui figurera assurément dans la 3e saison. Mais à mon sens, celle-ci reste la meilleure de toutes. Et c'est bien dommage de ne pas l'avoir vue à l'écran. Plutôt que de l'écarter totalement, j'aurais aimé que House of the Dragon opte pour une adaptation à plus petite échelle, en adoptant peut-être un point de vue restreint pour éviter d'avoir à mettre en scène l'intégralité de l'affrontement. Cela aurait pu renforcer la portée psychologique de cette bataille viscérale, durant laquelle des milliers d'hommes périrent et finirent à la dérive parmi les roseaux. En l'état, la version de la bataille de la Curée des Poissons, proposée par la série, donne l'impression d'avoir été une simple formalité pour l'armée de Daemon Targaryen. Cela amoindrit non seulement l'impact de la bataille elle-même, mais aussi la dynamique globale de la guerre, car les conséquences de cette bataille sont énormes. L'armée principale des Lannister fut totalement anéantie lors de la bataille. La fleur de la chevalerie de toutes les terres de l'Ouest fut fauchée en une seule journée. Alors qu'il ne restait que des effectifs réduits pour défendre leur terre ancestrale, Delton Greyjoy s'allia opportunément à Rhaenyra, permettant aux Fernés de piller les côtes de l'Ouest. Ils mirent à sac Port Lannis, mais échouèrent à s'emparer de Castral Rock elle-même. Malgré leur victoire écrasante, les armées des Noirs, présentes dans le Conflent, sortirent elles aussi très éprouvées de ce bain de sang. En réaction à la défaite cuisante des Verts, le prince Aemon et Sir Criston Cole abandonnèrent Harrenhal. Aemon mena une guerre de harcèlement sur le dos de Vhagar, tandis que Criston faisait route vers le sud pour rejoindre Lord Ormond Hightower. Les vainqueurs du Conflent évitèrent l'affrontement direct avec les troupes de Criston, mais les usèrent par des embuscades et la tactique de la terre brûlée. Ils allèrent jusqu'à disposer les cadavres des soldats tombés lors de la bataille de la Curée des Poissons de manière macabre pour terroriser l'armée de Criston, provoquant de nombreuses désertions. Les hommes du Conflent, ainsi que les quelques loups de l'hiver survivants, finirent par acculer l'armée décimée de Criston Cole lors de la bataille dite du Bal du Boucher. La campagne brutale menée par Aemon débouche finalement sur l'un des affrontements les plus emblématiques de la Danse des Dragons, le duel entre Aemon et Daemon lors de la bataille au-dessus de Œil-Dieu. C'est là que les deux personnages s'affrontent jusqu'à la mort, un dénouement qui modifie le cours de la guerre civile Targaryen en éliminant 2 de ses acteurs les plus puissants. Tout comme celle de Aemon, la mort de Criston découle directement de la bataille de la Berge du Lac, ce qui témoigne du véritable rôle charnière de cet affrontement. C'est vraiment dommage de modifier l'histoire à ce point, surtout avec cette bataille. Il faut être inconscient, il faut s'appeler Condal pour couper cette bataille à l'écran. Ça n'a aucun sens. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais aimé voir cette bataille? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi?
C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.